Très bien, eh bien. Donc, bonjour, je vais à mon tour vous faire deux petites vidéos, mais qui vont porter plus particulièrement sur le droit des contrats et la réforme du droit des obligations que nous avons fait en France. Alors, nous avons réformé le droit, ce qu'on appelle le droit commun des contrats, le régime général des obligations, ainsi que la preuve en tout cas en droit privé. Et eh bien, dans cette première vidéo, je vais vous parler des innovations principales qui sont issues de cette réforme. Et pour bien comprendre ce dont je vais parler, il faut commencer par dire que notre réforme n'est pas une codification à droit constant. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas agi, de faire une simple réunion de textes qui existaient déjà et qui étaient éparpillés. Ça n'était pas ça l'objectif. Ça n'était pas non plus de faire une œuvre, comme l'on dit aujourd'hui, disruptive. Nous n'avons pas voulu faire la révolution, nous en avons déjà fait une dans l'histoire, nous n'en avons pas fait une deuxième. Il s'agissait donc simplement de moderniser notre code civil, dans la partie évidemment droit des obligations. Alors, pour vous montrer en quoi consiste cette modernisation, en quelle est son étendue, je vais distinguer deux aspects. Le premier concerne ce qu'on pourrait appeler la philosophie générale et le deuxième aspect concerne les aspects plus techniques. Je serai un peu plus long sur le deuxième que sur le premier. Je commence par le premier, c'est-à-dire la philosophie générale. Ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas d'orientation unique dans la réforme. On ne peut pas dire que la protection de la partie faible, par exemple, soit l'unique but des réformateurs. On ne peut pas dire que la défense à tout prix de la liberté contractuelle soit également l'unique objectif, ou bien que le nouveau droit français des contrats se caractérise par sa judiciarisation, ou à l'inverse, qu'il se caractérise seulement par sa déjudiciarisation, ou bien encore qu'il est devenu complètement objectif, ou bien alors qu'il serait devenu complètement subjectif. Il y a dans notre réforme des règles qui vont dans un sens, qui illustrent une tendance, et puis il y a d'autres règles qui vont dans l'autre sens. Il y a donc des règles qui illustrent la défense de la liberté contractuelle, d'autres qui montrent le souci que le législateur a eu de sanctionner divers excès, d'autres qui montrent que le rôle du juge est incontournable et qu'il est là pour contrôler, pour sanctionner les divers abus. La seule nuance que j'apporterai à ce tableau un peu éparpillé dans la philosophie générale, c'est qu'il y a une distinction un petit peu transcendante, si vous voulez, une distinction générale qui est faite entre les contrats d'adhésion et les contrats de gré à gré. Alors, ça n'est pas une distinction qui est apparente dans le Code civil, et heureusement, mais c'est vrai que l'on peut dire qu'il y a un régime qui est réservé à tous les contrats d'adhésion, de la même manière qu'il existe des règles qui sont réservées aux contrats de gré à gré. Et là où ça se fait ressentir, c'est sur l'interprétation des contrats. Dans un contrat d'adhésion, l'interprétation est nécessairement contre, dans le doute, contre celui qui a rédigé le contrat, alors que, il en va autrement dans les contrats négociés ou négociables. Et puis, l'autre, intérêt de la distinction, c'est le contrôle des clauses abusives qui est plus large, si vous voulez, dans les contrats d'adhésion que dans les autres contrats. Voilà, c'est une nuance, parce que je le répète, il n'y a pas 2 parties dans le code civil, la partie réservée aux contrats d'adhésion et l'autre pour les contrats de gré à gré, mais c'est tout de même une tendance que l'on perçoit, si vous voulez, c'est une distinction que l'on perçoit dans le code civil. Alors, une question pour finir sur cette première partie. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une orientation claire dans notre réforme? Je pense qu'il y a deux réponses à cette question. La première, c'est qu'il y a clairement eu un souci de compromis, un souci d'équilibre, un souci de conciliation d'intérêts différents et parfois contradictoires. Il ne fallait donc pas donner raison uniquement aux uns et au détriment des autres. Donc voilà, une œuvre de compromis, première explication. La deuxième explication est peut-être un peu moins noble, c'est que c'est dans la manière dont la réforme française a été menée. Elle a été menée en partie en secret,
avec, des consultations qui, voilà, ne se voulaient discrètes et avec des gens peut-être influents dont, voilà, on n'a pas vraiment su ce qu'ils ont dit. Mais en fait, au ministère de la Justice, on a consulté diverses personnes, de diverses origines, de diverses professions et peut-être qu'en les entendant les uns après les autres, eh bien, on a décidé que sur tel point, il fallait donner raison à l'un et sur tel autre point, donner raison à l'autre. Et puis aussi et surtout, il faut bien comprendre qu'en France, le Parlement, qui est celui qui, au fond, décide d'une politique, le Parlement a été plus ou moins évincé. Il a été exclu dans la première période, puisque notre réforme est issue d'une ordonnance. Et puis ensuite, quand le Parlement est revenu, il a été mis devant le fait accompli, car on lui a demandé de ratifier ce qui était déjà en vigueur. Et il était très difficile pour le Parlement voilà, de réorienter les choses, de réécrire les choses. Donc voilà ce qui peut expliquer un petit peu cet état des lieux. Donc vous voyez, sur ce premier point, on ne peut pas dire qu'il y ait une innovation très grande. Il n'y a pas un fil rouge unique dont on puisse dire qu'il est nouveau. Ce qui veut dire que les nouveautés, car il y en a, se trouvent ailleurs et elles sont dans les aspects techniques, ce qui est donc le second point que je vais maintenant aborder. Alors, les apports techniques de la réforme sont nombreux. Alors, on peut les distinguer en deux catégories. Il y a d'abord ce que l'on pourrait appeler euh, des consolidations, c'est-à-dire des règles ou des notions qui existaient déjà en droit positif français, mais qui n'étaient pas dans le Code civil français. Et donc, dans un but d'accroître la lisibilité du droit, l'accessibilité du droit, la sécurité juridique également, parce que on ne modifie pas un texte du Code civil comme on modifie une jurisprudence. Dans ces objectifs-là, divers et variés et tous légitimes, l'objectif a été de consolider les règles, c'est-à-dire de les inscrire dans le Code civil. Alors, je vais vous donner quelques exemples de cela. Premier exemple, le contrat cadre. Le contrat cadre est un contrat qui, comme son nom l'indique, fixe un cadre à une relation contractuelle future. C'était une pratique qui existait déjà. C'était une pratique dont la Cour de cassation s'était déjà emparée. Mais c'est une pratique qui n'existait pas dans le Code civil. Alors, le Code civil en a fait un contrat et c'est important de le comprendre car même si on se projette dans le futur, il ne s'agit pas de simples pourparlers, hein, c'est bien déjà un contrat. Simplement, son originalité, c'est que c'est un contrat qui est par définition incomplet. C'est un contrat qui a vocation à être complété par d'autres contrats qu'on appelle des contrats d'application. Et alors l'intérêt de la catégorie, il peut y en avoir plusieurs, mais notamment l'intérêt juridique en tout cas, c'est la possibilité de fixer unilatéralement le prix lors d'opérations économiques futures. Autre exemple, les négociations contractuelles. Les négociations contractuelles sont une pratique juridique, sont une pratique qui était connue de la Cour de cassation, mais dont le régime n'avait pas sa place dans le Code civil, tout simplement parce que le Code civil ignorait totalement cette période-là, cette période qui précède la conclusion du contrat. Il y a donc désormais des règles sur le déroulement des négociations, gouverné principalement par la liberté contractuelle, mais pas seulement, la bonne foi, la sanction de la faute. Et puis, il y a aussi une règle sur, à proprement parler, sur le contenu des négociations et qui a trait à l'information. Il existe dans le Code civil une obligation précontractuelle d'information à certaines conditions. Voilà, là encore, la jurisprudence avait fixé les jalons, mais maintenant, c'est dans le Code civil. Autre exemple, les conditions générales et les conditions particulières. Ce sont là encore des pratiques qui existaient, dont la Cour de cassation s'était emparée, au moins pour certaines d'entre elles, et voici que le Code civil français, le Code civil d'aujourd'hui, nous dit d'une part à quelles conditions eh bien, ces documents rentrent dans le champ contractuel, hein, à quelles conditions qui tournent autour de la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire la connaissance, l'accès à ces conditions? Comment et à quelles conditions font-elles partie du contrat, d'une part, et d'autre part, le Code civil règle la question des conflits. Alors, des conflits entre les conditions générales et les conditions particulières, et puis les conflits entre les conditions générales entre elles.
hein, lorsqu'elles sont, notamment lorsqu'elles sont inconciliables. Ça peut arriver, incompatibles. Le principe d'opposabilité, qui avait été inventé par la doctrine et qui avait été consacré par la Cour de cassation, fait son entrée dans le Code civil. La durée également des contrats. La durée des contrats fait l'objet d'un chapitre dédié dans le Code civil. Alors, c'est là que l'on va trouver des règles sur la prohibition des engagements perpétuels, sur la résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée, sur l'absence de droit au renouvellement d'un contrat à durée déterminée, sur la possibilité de proroger d'un commun accord un contrat, de le renouveler, sur la tacite reconduction. Donc, vous voyez toutes sortes de situations très courantes en pratique et qui figurent maintenant dans le Code civil. Fait également son entrée dans le Code civil la cession conventionnelle de contrat, tout comme la cession de créances futures. Là encore, ce sont des consolidations, ce sont des mécanismes qui existaient déjà en pratique, que la Cour de cassation connaissait, mais qui sont maintenant dans le Code civil. Même chose encore sur la distinction entre nullité relative et nullité absolue. Voilà, je m'arrête là, il y a d'autres exemples. L'autre catégorie d'innovation, ce sont des innovations beaucoup plus franches, c'est-à-dire des choses qui n'existaient pas dans le droit positif français et qui, désormais, figurent donc non seulement dans le Code civil, mais dans le droit positif français. Alors, il y en a une dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est la distinction entre le contrat d'adhésion et le contrat de gré à gré. C'était une distinction doctrinale qui remonte à plus d'un siècle. La Cour de cassation n'en avait jamais voulu et le législateur jusqu'à présent non plus. Mais voilà, en 2016, la distinction fait son entrée, alors pour le meilleur ou pour le pire, on en reparlera. La grosse difficulté, c'est évidemment la définition du contrat d'adhésion. Ça, c'est une difficulté très difficile, très, très, très rude, très, très, comment dire, presque insurmontable. En réalité, aucune définition n'est pleinement satisfaisante, mais voilà, on a considéré que malgré cet obstacle, ça valait la peine de le codifier. Autre innovation réelle, je dois dire que la France a fait preuve ici d'imagination, ça n'est pas quelque chose qu'on a emprunté ailleurs, c'est ce que l'on appelle, entre guillemets, les actions interrogatoires. Ce sont des mécanismes qui permettent de clarifier à l'avance une situation pour éviter un contentieux. Par exemple, si l'on soupçonne que quelqu'un bénéficie d'un droit de priorité conventionnel, ce que l'on appelle un pacte de préférence, mais que l'on n'en est pas sûr, on n'est pas sûr qu'il existe, ou on n'est pas tout à fait sûr que son bénéficiaire compte l'utiliser, eh bien, celui qui, par exemple, veut faire l'acquisition d'un bien, et qui soupçonne l'existence de ce pacte ou se demande si le bénéficiaire veut l'utiliser, eh bien, va pouvoir mettre en œuvre ce mécanisme. Et on a la même chose sur le pouvoir de représentation lorsqu'on n'est pas tout à fait certain de ce que la personne que l'on a face à soi a bien le pouvoir de passer l'acte que l'on s'apprête à passer avec lui, ou bien encore lorsque l'on pense qu'une personne peut se prévaloir d'une nullité relative et que l'on ne sait pas si elle va l'invoquer ou pas, et que l'on ne veut pas attendre 5 ans, parce que c'est ça le délai en droit français, que l'on veut clarifier tout de suite la situation, eh bien on peut demander à la personne, est-ce que oui ou non, vous voulez invoquer la nullité pour erreur, par exemple? Voilà, oui ou non, et de cette réponse, eh bien, on pourra tirer des conséquences et notamment clarifier la situation. Autre exemple, le régime de la violation de la promesse unilatérale, qui a été modifié. Autre exemple, le changement, imprévisible de circonstances que l'on appelle l'imprévision, donc la possibilité de modifier, voire même de résoudre un contrat lorsque, par un changement imprévisible de circonstances, son exécution est devenue, pour le débiteur, excessivement onéreuse. La détermination du prix dans les contrats de prestation de services, c'est-à-dire la possibilité, d'après le code civil, pour l'une des parties de fixer unilatéralement le prix. Ça existait déjà dans certains contrats, mais là, ça a été considérablement élargi. Autre exemple de réelle innovation, l'exception d'une exécution, c'est-à-dire la possibilité de suspendre l'exécution de sa propre obligation par anticipation. Lorsque l'on craint que l'on va être victime d'une exécution, eh bien, alors qu'on doit normalement exécuter le premier, on retient
on retient, la l'exécution en attendant et en demandant, eh bien, une clarification. La réduction du prix en cas d'exécution imparfaite est également une réelle nouveauté. La cession de dette, la une des limites à l'exécution forcée en nature. Voilà, là encore, je pourrais, multiplier les exemples et tout cela vous montre que, voilà, codifier, ça n'est pas simplement réécrire des textes avec de nouveaux mots, c'est aussi vraiment modifier le droit positif. Pas trop, parce qu'il n'y a pas de raison de le faire, mais tout de même saisir cette occasion. On ne modifie pas son code civil tous les jours, donc il faut savoir aussi saisir cette occasion pour moderniser. Voilà pour cette première capsule. J'ai un peu bafouillé, mais enfin bon, vous corrigerez avec la traduction. Ça va?